Salut la machine, j'espère que tu es au top. Après avoir vu comment faire des bébés, on va voir comment éviter d'en faire. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, quand on parle de maîtriser sa reproduction, on pense surtout à contraception. Qu'est-ce que ça veut dire contraception? Si on étudie le mot, on retrouve contra, contre, ception, conception. C'est l'ensemble des méthodes qui visent à empêcher la fécondation. Si on reprend ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, voici l'appareil reproducteur de la femme avec ici les ovaires. Je vous rappelle que les ovaires fonctionnent une fois sur deux, c'est-à-dire qu'un mois c'est un ovaire, le mois suivant c'est l'autre ovaire, et que chacun va donc libérer à son tour un ovule par mois. Et que cet ovule se trouve protégé par un ensemble de cellules qu'on appelle le follicule. Donc, une fois par mois, il y a un ovule qui sort, il va survivre 24 à 48 heures dans la trompe, c'est-à-dire qu'il va sortir, il va venir ici, et en 24-48 heures, il va avancer à peine de la moitié du chemin de la trompe. Par contre, s'il y a un rapport sexuel, le pénis vient déposer ici, au fond du vagin, les spermatozoïdes. Alors je mets SPZ pour spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont rentrer dans l'utérus en passant par le col de l'utérus. Et une fois donc que les spermatozoïdes seront rentrés à l'intérieur, alors ils vont mettre 1h30, 2 heures à faire ce trajet, eh bien on a une partie des spermatozoïdes qui va se répartir dans la trompe de droite, une partie des spermatozoïdes dans la trompe de gauche, et ce sera un des spermatozoïdes qui sera passé du bon côté, qui va féconder l'ovule. Et à ce moment-là, on aura donc une cellule œuf, et une grossesse va pouvoir démarrer. Donc, l'objectif de la contraception, c'est donc d'empêcher cette rencontre, cette fécondation. Donc depuis très longtemps, on cherche à trouver des méthodes qui visent à empêcher la fécondation. Alors, il y a des méthodes, on peut se dire, il faudrait empêcher les spermatozoïdes de rentrer. Il faudrait bloquer ici. Il y a des méthodes qui disent, oui, on pourrait éviter la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, tout simplement en empêchant l'ovule de sortir. Il y a des méthodes qui disent oui, mais on pourrait éviter l'implantation de l'embryon, c'est-à-dire le fait que la cellule œuf arrive dans l'utérus, se développe et vienne se fixer. Et donc plusieurs méthodes ont été mises en place avec des moyens différents. On va distinguer des méthodes hormonales qui, comme leur nom l'indique, utilisent des hormones, des méthodes mécaniques, des méthodes chimiques et des méthodes dites naturelles. Allez, on va voir quelques exemples de chacune de ces contraceptions. Et on va commencer par les méthodes hormonales qui visent principalement à empêcher l'ovule de sortir des ovaires. Et la méthode la plus connue, c'est la pilule. Alors oui, j'ai mis du marqueur noir pour cacher les marques. Donc ici, j'ai une pilule à base de lévonorgestrel et d'éthylnylestradiol. Une boîte de 3 plaquettes de 21 comprimés. Donc on a 21 blancs, 42 roses orangés. Alors, pourquoi 2 catégories de couleurs? Parce que comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, on n'a pas toujours, nous les femmes, la même hormone dans le sang, en fonction du fait si on est en début de cycle ou en fin de cycle. Donc dans tous les cas, pour obtenir la pilule, ça se passe avec un médecin. Il est possible pour les jeunes filles mineures de rencontrer le médecin du planning familial sans l'accord des parents pour obtenir la pilule. Mais ça se fera toujours en discussion avec un médecin. Et donc sur une plaquette, vous avez donc numéro 1 à numéro 21. Tous les jours, on prend un comprimé à peu près à la même heure. Alors, si c'est 18h, si vous faites 18h05 ou 18h10 le lendemain, c'est pas bien grave. Mais vous choisissez une heure régulière et vous savez que quand vous avez fini la plaquette, vous avez donc fait 21 jours, soit 3 semaines. Un jour ou deux après, les règles se déclenchent. En fait, on fait la plaquette, une pilule par jour. On arrête une semaine et on reprend. Même si les règles ne sont pas terminées, on reprend une semaine après. Donc on écoute bien les conseils du médecin. Ne jamais prendre 2 pilules en même temps. Si jamais vous avez oublié votre pilule, que ça fait qu'1 heure ou 2, vous regardez dans la notice, c'est marqué combien d'heures de retard vous avez le droit. Si vous avez dépassé le délai de retard pour la prise, vous ne prenez pas la deuxième pilule. Par contre, durant tout le reste du cycle, vous rajoutez le préservatif pour être sûr. Parce qu'il suffit d'oublier une fois pour que l'ovule arrive à sortir. Autre méthode hormonale, l'implant. Alors l'implant, ça va ressembler à un petit bâtonnet d'allumettes. C'est souple, ça se met sous la peau et ça tient plusieurs années. Alors c'est pareil, un implant, c'est sur ordonnance. Ça se met par le médecin. Donc là, vous avez
le mécanisme d'installation de l'implant. Et attention, ça va peut-être vous faire un peu peur, mais oui, c'est une grosse aiguille. Et l'implant est situé dans l'aiguille qui est creuse. Donc on va mettre ça sous la peau. Alors ça va se faire au niveau du bras, dans le gras du bras. Et une fois que l'aiguille est passée sous la peau, dans le gras de la peau, le médecin va appuyer sur ce petit mécanisme qui va descendre. L'aiguille va se retirer à l'intérieur de l'installation et il ne va rester que l'implant dans la peau de la patiente. Donc l'implant doit être installé entre le 1er et 5e jour du cycle et en fonction des marques et des tailles d'implant, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc le but de l'implant, c'est que dans ce petit tube de gel qui est situé à l'intérieur de l'aiguille et qui va être implanté sous votre peau, il y a des hormones, on les voit ici, étonorgestrel, et ces hormones vont avoir le même rôle que la pilule, c'est-à-dire empêcher l'ovule de sortir. En plus des méthodes hormonales type implant, on a des implants un peu particuliers, ce sont les fameux anneaux vaginaux qui se mettent au fond du vagin. Donc en fait, c'est simplement un anneau qui contient une hormone. On le place au fond du vagin pendant 3 semaines. Ça correspond aux 21 jours de la pilule. Et comme on a positionné ça au fond du vagin, ça va diffuser des hormones qui vont aller empêcher l'ovule de sortir. Passons maintenant aux méthodes mécaniques, c'est-à-dire les méthodes qui vont tout simplement empêcher les spermatozoïdes de rentrer à l'intérieur de l'utérus. Et les méthodes mécaniques les plus classiques, les moins chères, les plus faciles à utiliser, ce sont les préservatifs. Donc il existe des préservatifs masculins et des préservatifs féminins. Ce qui est important quand on achète un préservatif, c'est de vérifier qu'il est bien aux normes françaises, qu'il y a marqué NF dessus. Au pire, la norme CE. Mais toujours, si possible, avoir des normes NF. Ce sont des normes de fabrication, c'est-à-dire une liste de critères de fabrication qui doivent être respectés pour être sûr que le préservatif sera efficace et ne craquera pas pendant le rapport sexuel. Alors comme dans toute boîte de préservatifs, il y a une notice pour vous entraîner. C'est pas le jour où vous en aurez besoin qu'il faudra la lire, la notice. Parce que, déjà, franchement, face à votre partenaire, ça fait pas très sérieux, quoi. Si vous voulez pas vous taper un vent, entraînez-vous avant, que vous soyez fille ou garçon. Donc, le préservatif. Alors, je le retournerai pas pour pas montrer la marque. Par contre, un préservatif, ça se garde dans un emballage hermétique parce que le préservatif ne supporte pas l'air. Si vous le laissez à l'air libre, le lubrifiant qui est dessus va sécher. Ensuite, le latex va devenir poreux, c'est-à-dire qu'il y aura des tout petits trous qui vont se former que vous ne verrez pas à l'œil nu, mais ces trous seront suffisamment grands pour laisser passer les spermatozoïdes. Donc, chose à faire, c'est que les préservatifs, ça se garde proprement. L'idéal, c'est dans une poche du porte-monnaie. Alors, pas avec les pièces, s'il vous plaît. Vous les mettez tout seul. L'idéal, c'est d'en avoir toujours 2. Pourquoi? Parce que si vous commencez un petit peu à faire crac-crac, vous êtes excité, vous faites pas attention, puis que vous le mettez mal ou que vous le déchirez. Vous faites comment si vous en avez qu'un? Vous êtes foutu, vous pouvez plus rien faire. Alors que si vous en avez un deuxième, et la soirée, elle n'est pas foutue. Bon, alors, cessons de rigoler, c'est important. 2 préservatifs, bien rangés proprement dans le porte-monnaie, dans une poche, sans pièces, sans rien d'autre avec. Ensuite, on vérifie toujours la date de péremption. 2022, mois de novembre. Bon, c'est bon, en 2018, j'ai encore 4 ans pour l'utiliser. Bon, alors, maintenant, comment poser un préservatif? Vous posez la question, est-ce que je vais vous montrer? Eh ben oui, je vais vous montrer. Mais sur quoi je vais vous montrer? Sur ça. Ah oui, ça marche très bien pour s'entraîner. Une banane. La question, est-ce que je vais bouffer la banane derrière? Bah oui, parce que la banane, elle est dedans, elle ne crée rien. Donc oui, je vais la manger en dessert. Alors, pour ouvrir un préservatif, on ne le fait pas avec les dents. On le fait de préférence pas avec des bagues, on fait attention. Le préservatif, vous voyez le cercle là, il est ici. D'accord? Donc pour déchirer le sachet, toujours prendre le côté denté. Ça s'ouvre tout seul. Mais avant de faire ça, on va pousser le préservatif du côté opposé où on veut ouvrir. Ensuite, on déchire un petit coup. Hop, voilà. On pousse, il sort. Et donc là, on se retrouve avec un préservatif qui est enroulé. La question est, dans quel sens va-t-on le poser? Il faut toujours le poser avec l'enroulement sur l'extérieur. Donc vous repérez le réservoir. Donc apparemment le réservoir, tiens, instinctivement il se met comme ça. Sauf que si je regarde mon enroulement ici n'est pas dans le bon sens. Je ne peux pas dérouler en tirant. Ça veut dire que mon réservoir est à l'envers. Donc je vais le remettre à l'endroit, on fait attention à ses ongles. Et là effectivement, je peux amorcer un déroulement.
je peux tirer, ça se défait. Donc pour le poser, ce préservatif, c'est important, c'est que le réservoir soit vide, qu'il n'y ait pas d'air dedans. Parce que sinon, au moment de l'éjaculation, il va y avoir un problème. Il y aura de l'air dans le réservoir et le sperme, où est-ce qu'il va se mettre? Donc ça va finir par exploser. Donc très important, vous pincez le réservoir entre vos doigts. On a besoin de ses 2 mains pour installer un préservatif. Ensuite, vous prenez le truc machin, vous savez, il faut mettre dessus. Vous mettez vos doigts en butée sur le sommet du pénis et vous commencez à faire rouler. Alors, vous voyez, avec 2 doigts, c'est difficile. Par contre, si vous mettez vos doigts en cercle comme ça et vous faites dérouler avec vos doigts, voilà. Donc, le préservatif va se dérouler le long du pénis. Alors, si vous l'arrêtez ici, ça ne va pas. D'accord? Il faut le dérouler vraiment jusqu'à la base du pénis. Hop, voilà. Donc, bien sûr, ici, j'ai un petit peu d'air et encore pas trop. Vous voyez, mon réservoir, il est vide. Il est bien mis là. Ça veut dire qu'au moment de l'éjaculation, il y a de la place pour accueillir le sperme. Donc, il peut y avoir une éjaculation sans problème. Donc, vérifiez qu'effectivement, le préservatif soit entièrement déroulé sur le pénis jusqu'à la base. Quand vous aurez fini, le pénis ne sera plus en érection. L'érection va retomber. Ce qui veut dire que le pénis sera plus fin, plus mou, et le préservatif peut s'enlever tout seul. Donc, les garçons, quand vous vous retirez de votre partenaire, que ce soit un garçon ou une fille, il faut tenir le préservatif à la base de votre pénis. Vous vous retirez de votre partenaire, et une fois que vous êtes retiré, vous allez pouvoir enlever le préservatif. Alors, là, c'est difficile parce que ma banane, elle reste en érection, elle ne se dégonfle pas. Mais vous pourrez enlever simplement en repoussant le préservatif. Alors, je vais le faire, mais ça sortira beaucoup plus facilement parce que le pénis ne sera plus en érection. Donc, vous faites attention, vous retirez bien verticalement pour que le sperme reste à l'intérieur. Donc là, forcément, c'est pas l'idéal. Vous m'excuserez, je ne vais pas vous mettre un vrai pénis sous la vidéo quand même. Donc voilà. Quand vous aurez fini, ce sera comme ça, il y aura du sperme à l'intérieur. Donc là maintenant, vous avez tenu votre préservatif, vous faites un nœud. C'est très important. Pourquoi? Pensez aux personnes qui s'occupent des poubelles. C'est un peu dégueu si on tombe sur un préservatif avec du sperme qui coule, quoi. Surtout si c'est maman qui vide la poubelle de votre chambre. Pensez à maman. Ensuite, derrière, jetez pas ça à la poubelle comme ça, soyez un peu discretos. Prenez un mouchoir en papier, foutez-le dedans, puis jetez comme si de rien n'était. D'accord? Donc voilà. Donc techniquement, les préservatifs sont lubrifiés. Vous le voyez, j'ai mes doigts qui brillent. La banane, elle brille. Si ça ne glisse pas assez, vous pouvez acheter des lubrifiants à base d'eau. Alors ne mettez pas de l'eau. Si vous mettez de l'eau directement, ça ne va pas glisser. Il faut un lubrifiant à base d'eau, c'est-à-dire une sorte de gel qui fait glisser. Ne mettez pas de l'huile, ne mettez pas de la vaseline. Ça va perforer le préservatif. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Surtout à la fin, allez vous laver les mains parce que c'est un peu dégueu, quoi. Alors, il y en a qui disent qu'avec un préservatif, on sent rien. Bah oui, on sent rien. On sent rien quoi? On sent pas le préservatif en fait. Faites l'expérience. Enfilez un préservatif sur votre main et allez toucher vos cheveux. Vous allez sentir les cheveux à travers le latex. C'est très très fin. Ensuite, il y en a qui disent « Ouais, mais alors la mienne, elle est vachement plus grosse. Celui-là, il est trop petit. » Déjà, vous êtes une bande de prétentieux. D'accord? Ensuite, c'est hyper élastique. Vous le croyez pas? Regardez. J'enfile ma main dedans. Et vous n'êtes pas encore convaincu parce que vous pensez que la vôtre, elle est encore plus grosse que ça? Et regardez. Je mets 2 mains dedans. Et ça craque pas. Et voilà. Alors, messieurs, si vous en avez une aussi grosse que ça, je dis que vous êtes un extraterrestre. Alors, après le préservatif masculin, préservatif féminin. Et ouais, c'est franchement pas la même taille. Alors, c'est pas le même prix non plus. Préservatif masculin, c'est le plus courant, c'est le moins cher. Vous pouvez en avoir 7, 8 pour environ 2,50 € en supermarché. Alors que le préservatif féminin, c'est environ 8 € pour 3 préservatifs. Maintenant, quel est l'avantage de chacun? Bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'il se glisse partout, il est pas cher. C'est pas forcément aux garçons d'en avoir dans son porte-monnaie. Les filles, vous pouvez en avoir. Au contraire, parce que, excusez-moi messieurs, mais il y en a des fois qui disent « Ouais, mais t'inquiète pas besoin de capote, ça craint rien, je suis un mec sain. » Alors ça tiré du sketch d'Anne Romanoff. Les filles, il faut savoir vous défendre. Vous lui répondez, toi peut-être, mais moi, j'ai eu pas mal d'aventures, alors ça vaudrait mieux pour toi. Et puis, vous sortez les capotes de votre porte-monnaie. Et si le gars, il refuse de faire avec une capote, c'est que franchement, les filles, il vous respecte pas. C'est qu'il en a rien à fiche. Parce que la capote, ça sert pas seulement à ne pas tomber enceinte. Je vous fais une liste. La première, le sida.
La syphilis, les gonocoquilles, les mycoses, les chlamydia. Bon, allez, on arrête parce que sinon c'est démoralisant. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'effectivement, bon, bah, pas besoin de mettre une capote sur monsieur si madame en a déjà installé une. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez le mettre 4-5 heures avant le rapport sexuel. Vous pouvez l'installer chez vous, mesdames, mesdemoiselles. Vous allez au resto, signer tranquille, et puis après, pof, pof, crac, crac, boum, boum, vous y allez franco, c'est directement là. Pas besoin de dire, attends chérie, on fait une pause, il faut installer la capote, parce qu'elle est déjà en place. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc pareil ici, on voit le cercle du préservatif, on fait attention, il y a un sens d'ouverture. Donc on pousse un petit peu, hop, on décoche. Et là, qu'est-ce qui sort? Un gros machin plastique avec 2 anneaux. Un petit à l'intérieur et un grand. Donc vous comprenez bien que l'ouverture étant ici, ça c'est l'extérieur, et ça se met à l'intérieur du vagin. Donc mesdemoiselles, pour l'installer, il va falloir que vous fassiez ça tranquille dans votre salle de bain. Vous vous lavez les mains avant de l'ouvrir, bien sûr. Vous pincez l'anneau interne. Vous enfoncez ça le plus loin possible au fond du vagin avec vos doigts. Vous sentez que l'anneau se met bien en place au niveau du fond du vagin. Alors vous allez sentir au fond du vagin, il y a 2 petites boules, un peu comme des doigts. C'est l'entrée du col de l'utérus. Donc faire en sorte que l'anneau se positionne bien autour de l'entrée du col de l'utérus. Et ça va rester donc à l'extérieur. Et à ce moment-là, quand vous voudrez faire crac-crac, il n'y a pas besoin d'installer autre chose, hein. C'est déjà là. Le garçon se glisse à l'intérieur. Alors les filles, vous pouvez l'aider un petit peu, histoire qu'il ne se loupe pas. Il faut bien qu'il rentre là-dedans, qu'il ne passe pas sur le côté. Hein, d'accord, sinon ça ne sert à rien. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir un rapport sexuel tout à fait normal. C'est lubrifié, je dirais même plus que chez les préservatifs masculins. Et ça va bien fonctionner. Quand le garçon a fini, les filles, il faut tenir le préservatif féminin, le garçon se retire. Ensuite, vous l'attrapez et vous le tournez. Vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez, vous le tournez. Et hop, vous le tirez, vous le sortez du vagin. Et là, comme pour les garçons, hop, vous faites un nœud, vous mettez dans un Kleenex et vous jetez. D'accord? Donc, comme pour les garçons, c'est à usage unique. Alors, on ne met pas un préservatif féminin et un préservatif masculin. Parce que plastique contre plastique, ça chauffe et ça se déchire. D'accord? Donc l'avantage, le gros avantage de celui-là, c'est qu'on peut le placer longtemps avant, 4-5 heures avant, et comme ça au moment de crac-crac, on se pose pas de questions, on y va franco, quoi. Voilà. Donc au passage, si vous avez plus de questions, vous allez sur le site choisirmacontraception.fr, qui est un site du gouvernement, et vous aurez toutes les informations, les tarifs, comment on fait pour les avoir, etc. Donc pour ceux et celles qui ont eu du mal à s'imaginer le préservatif féminin, comment est-ce qu'il est mis en place, et bien voilà, là vous avez une coupe vue de profil de l'appareil reproducteur de la femme. Donc là on reconnaît la colonne vertébrale, la fin de l'intestin. Ici nous avons l'utérus et ici nous avons le vagin. Et donc ici, l'anneau externe du préservatif féminin qui doit recouvrir l'entrée du vagin et normalement le méa urinaire. Et donc le préservatif qui rentre à l'intérieur du vagin et qui vient jusqu'au fond. Donc quand le garçon va éjaculer, il va déposer les spermatozoïdes ici. Ils ne pourront donc pas rentrer dans l'utérus. Il n'y aura donc pas de grossesse. Et donc, chose importante quand même qui n'est pas accessoire, c'est que le préservatif féminin protège également de toutes les maladies sexuellement transmissibles comme le préservatif masculin. Alors on a vu les méthodes hormonales qui empêchent donc l'ovule de sortir de son follicule. On a vu les méthodes mécaniques. Une autre méthode mécanique maintenant, une méthode qui consiste encore à empêcher l'entrée des spermatozoïdes par le col de l'utérus, mais cette fois, c'est non pas en mettant un préservatif soit dans le vagin de la fille, soit sur le pénis du garçon, mais en mettant ici une espèce de barrière pour bloquer le passage. C'est-à-dire que on ne met pas de préservatif ni masculin ni féminin, on va juste mettre une barrière physique pour boucher le col de l'utérus. En général, cette pratique se fait dans les couples qui sont mariés, dans lesquels il n'y a pas d'infidélité, parce que dans ce cas-là, on n'empêche pas la transmission des maladies sexuellement transmissibles. Donc pour empêcher les spermatozoïdes de rentrer, il y a 2 méthodes, 2 outils. Le premier, le plus classique, c'est le diaphragme. Alors ça ressemble à un préservatif non déroulé, sauf que ça ne se déroule pas. Ça s'installe par la femme au fond du vagin. Comme pour le préservatif féminin, il faut faire en sorte que le cercle se positionne autour de l'entrée du col de l'utérus. Alors il existe un modèle un peu plus développé qu'on appelle la cape cervicale. Dans tous les cas, cape cervicale ou diaphragme vont venir se positionner sur l'entrée du col de l'utérus pour faire une barrière physique. Alors,
Bien souvent, on va rajouter en plus de la cape cervicale ou du diaphragme une méthode chimique, c'est ce qu'on appelle les spermicides. Et les spermicides, ce sont des crèmes, des gels qu'on va mettre sur le diaphragme avant de l'insérer par exemple. Et ces spermicides, comme leur nom l'indique, cide, tuer, spermie, spermatozoïde. C'est donc une crème, un gel qu'on met sur le diaphragme qui va renforcer la barrière physique que représente le diaphragme et qui va alors soit tuer, immobiliser, ralentir les spermatozoïdes, ça va dépendre des fabricants. Donc il existe plusieurs formes de spermicides. Là c'est un tube de gel pour mettre sur le diaphragme, mais il existe des spermicides qui s'utilisent seuls, sans diaphragme ou cape cervicale. Donc vous avez ici un exemple de spermicide contenu dans une sorte d'éponge. On va faire rentrer cette éponge au fond du vagin avant le rapport sexuel. Alors c'est pareil, on peut l'installer 1 heure ou 2 avant. Et les spermatozoïdes vont essayer de passer à travers et ils vont être tués par les produits qui sont dedans. On peut avoir aussi un tube de crème avec une poire. Donc cette partie-là, elle est enfoncée dans le vagin. On appuie sur la poire, la crème sort par ici, se dépose au fond du vagin et ça va tuer les spermatozoïdes qui vont passer. On peut trouver également des ovules. Alors on appelle ça un ovule, même si ça a une forme de suppositoire. C'est parce que ça ne se met pas du côté des suppositoires, ça se met au fond du vagin. Donc ça s'appelle un ovule, même si ça n'a rien à voir avec l'ovule qui va être fécondé par le spermatozoïde. Ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça un ovule, j'en sais rien, c'est les médecins. Bref, ce machin-là, ça ressemble à un suppôt, ça se met au fond du vagin, avec la chaleur du corps, ça fond, ça fait une crème qui tue les spermatozoïdes. Dernière méthode mécanique, le stérilet qui va s'implanter à l'intérieur de l'utérus. En voici un par exemple, alors ça c'est une vieille boîte, alors j'ai encore effacé les marques. Donc le stérilet, c'est sur ordonnance, comme la pilule, comme l'implant, comme l'anneau vaginal. C'est le médecin par contre qui l'installe. Parce que là, il faut rentrer à l'intérieur de l'utérus. Là, vous avez la forme de l'utérus et vous voyez que le stérilet se positionne à l'intérieur de la cavité utérine, qu'il a des petites bardes ici qui vont venir frotter sur le bord de la muqueuse utérine, les fameux vaisseaux sanguins qui vont nourrir le bébé. Et comme ça frotte, ça fait une inflammation, ça empêche l'embryon de s'installer. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi ça, 321 francs 60? Oui, c'est très vieux, très très vieux celui-là. Hein, alors on vérifie derrière. Date de stérilisation 12,97. Décembre 97. Oui, très très vieux. Mais je m'en fiche, hein, ça sert toujours à faire de la démonstration. Hein. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a donc ici une poche qui normalement est stérile, hein, c'est à ouvrir par le médecin parce que pensez bien qu'on va vous installer ça dans l'utérus. C'est fait pour tenir 5 ans, il faut que ce soit stérile, qu'il n'y ait aucun microbe. Donc là, on a un applicateur. Le médecin va vérifier avec l'échographie quelle est la profondeur de l'utérus. Il va donc mettre son petit réglage, voilà. Si par exemple l'utérus n'est pas plus profond que 5 ou 6 cm, il va mettre sa petite butée ici. Ensuite, il va désinfecter un peu le vagin. Il va introduire ça par le vagin jusqu'à arriver au niveau du col de l'utérus. Donc c'est un tout petit trou. Il va forcer. Pof, il va rentrer et avec la butée, il ne pourra pas aller plus loin. Donc une fois qu'il est installé à l'intérieur de l'utérus, il va tirer le dispositif d'installation et le stérilet va rester à l'intérieur. Alors, il reste 2 ficelles. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien pouvoir le retirer, donc il faut tirer dessus. Alors, je vous rassure, hein, on ne laisse pas les 30 cm de ficelle dans le vagin. Le médecin, une fois que le stérilet est à l'intérieur, donc il va laisser 2 cm de ficelle, il va les couper avec des ciseaux. Alors, messieurs, vous ne les sentirez pas, les ficelles. Hein. Le vagin d'une femme est beaucoup plus profond que la longueur du pénis d'un mec. Ok ? Donc, au bout de 5 ans, qu'il faudra le changer, ou avant, si la femme veut des enfants, le médecin, il a une pince spéciale, il attrape, il tire. Alors, pensez bien qu'il faut forcer le passage. Donc, en général, on fait ça au moment des règles, où le col de l'utérus est un petit peu ouvert pour laisser sortir les règles. C'est beaucoup plus facile. Donc voilà ici à quoi ressemble un stérilet. Alors vous allez me dire c'est quoi le truc rouge qu'il y a autour? C'est du cuivre parce qu'on a remarqué que le cuivre inactive les spermatozoïdes. Donc non seulement on empêche par les petits barbelés l'embryon de s'implanter dans la muqueuse, mais en plus les spermatozoïdes qui vont passer vont être inactivés par les ions cuivre qu'il y a dans le stérilet. Donc il y a les méthodes hormonales, pilule, implant, anneau vaginal. Les méthodes mécaniques qui sont des barrières, les préservatifs, le stérilet, la cape cervicale ou diaphragme. Les méthodes chimiques avec les spermicides qui peuvent s'utiliser en complément d'une méthode
mécanique. Il nous reste la méthode naturelle. Et cette méthode, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est de déterminer sa période de fécondité en faisant des calculs, donc en calculant le nombre de jours de son cycle. En remontant 14 jours en arrière, on peut retrouver la date d'ovulation. Et donc, si on a des cycles réguliers, on peut estimer, je dis bien estimer, la prochaine date d'ovulation. La difficulté est que cette ovulation est contrôlée par des hormones provenant du cerveau. Donc, si vous êtes malade, fatigué, crevé, que vous avez un choc psychologique dans la famille, c'est même pas la peine, votre ovulation, elle va être décalée, mesdemoiselles. Ensuite, il y a une autre méthode qui consiste à mesurer sa température tous les matins au réveil, avant même de s'asseoir dans le lit. Et si la température augmente de 0,3 degrés, oui, vous m'avez bien entendu, 0,3 degrés, faut un super thermomètre, ben vous savez que l'ovule, il est sorti. Bon, et ben vous savez quoi? Les femmes qui utilisent cette méthode, comme par hasard, elles ont un peu plus d'enfants que la moyenne. Allez savoir pourquoi. Donc, globalement, ça, c'est une méthode qu'on va conseiller chez des femmes qui ont déjà eu des enfants, qui ont un certain âge, qui ont en théorie plus de mal à ovuler, moins de probabilité de tomber enceinte. Les jeunes filles dont l'appareil reproducteur marche très bien, on va éviter de leur conseiller ça. D'accord? Parce que 0,3 degrés, il faut être quand même fortiche pour bien le mesurer. Donc on résume. Il existe 4 catégories de contraception, hormonale, mécanique, chimique, naturelle, mais elles n'ont pas toutes forcément le même but. Et ce qui est important à retenir, c'est le but que l'on cherche à obtenir dans la contraception que l'on choisit. À savoir, est-ce qu'on veut éviter la nidation de l'embryon? C'est-à-dire que tous les mois, on va avoir un embryon qui va se former, on va simplement l'empêcher de s'implanter, du coup il va mourir naturellement et être éliminé. C'est le stérilet. Est-ce qu'on veut éviter l'ovulation, c'est-à-dire même pas prendre le risque de se dire bah oui, tous les mois, je laisse l'ovulation se faire, j'ai un bébé qui se forme, mais je l'empêche de s'accrocher, parce que c'est ce qui se passe avec le stérilet. Si vous évitez l'ovulation, vous ne fabriquez pas de bébé tous les mois. Alors, pilule, implant, injection, anneau vaginal, etc. Ou alors, vous évitez la rencontre des gamètes, préservatifs, spermicides, diaphragme, etc. Si par hasard, votre méthode de contraception, il y a un couac, la capote s'est déchirée, vous avez oublié votre pilule, vous n'êtes pas sûr. Dans tous les cas, vous avez un rapport sexuel mal protégé ou non protégé. Il vous reste une solution pour éviter une éventuelle grossesse, c'est de prendre ce qu'on appelle la contraception d'urgence, dans le langage de tous les jours, la pilule du lendemain. C'est une petite pilule qu'on avale au plus tard le lendemain du rapport sexuel mal protégé. Cette petite pilule, la voilà. Elle est constituée de lévonorgestrel, c'est encore une hormone. Et cette pilule, donc, il faut l'ingérer dans les 24 à 48 heures après le rapport mal protégé. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déclencher des règles. Si vous déclenchez des règles, vous enlevez les vaisseaux sanguins qui sont dedans, tout est éliminé. Vous êtes tranquille. Par contre, ça perturbe votre cycle. Ça vous colle des règles au milieu du cycle et c'était pas prévu, et que ça peut éventuellement vous faire un petit peu mal, et vous êtes toutes décalées derrière. Ensuite, ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un préservatif. Alors vous allez me dire, ouais, ça coûte moins de 10 euros. Je suis d'accord. Enfin bon, un préservatif, en pharmacie, à l'unité, les préservatifs réservés pour les jeunes qui n'ont pas de sous, il faut les demander au pharmacien, je suis d'accord. Mais vous pouvez les acheter à l'unité, ça coûte 30 centimes. Hein, donc entre 30 centimes, je fais mon crac-crac, je suis tranquille, et moins de 10 euros, d'accord, entre 6-7 euros la pilule du lendemain, mais je me tape 3 jours de règles, j'ai mal au bide et je flippe, je crois qu'il n'y a pas photo. Donc la contraception d'urgence, les délais de prise. Si vous faites dans les 24 heures, 95% d'efficacité. Plus vous attendez, plus vous diminuez en efficacité. Conséquence donc, ça déclenche des règles pour éviter une éventuelle fixation d'un embryon. Mais on est bien d'accord, c'est quelque chose dans l'urgence, ce n'est pas à faire régulièrement. Vous pouvez l'obtenir en pharmacie, sans ordonnance, même pour les mineurs. Sinon, à l'infirmerie de votre collège ou de votre lycée, il y en a. Bon, en supposant que ce soit pas protégé, que vous ayez loupé votre coup, que la pilule du lendemain c'est trop tard pour la prendre, que vous avez un risque de tomber enceinte. Comment savoir? Eh bien, on attend ses règles, on évite de trop y penser, de trop stresser, parce que sinon le cerveau il fait son travail et puis il envoie des hormones et puis il bloque tout ça. Donc vous pouvez être capable de vous déclencher un retard de règles, même si vous n'êtes pas enceinte, tout simplement par la pensée. Donc stressez pas, attendez vos règles. Et puis, dès le premier jour de retard des règles, vous achetez un test urinaire de grossesse. Alors ça se trouve en supermarché, il y en a même en supermarché à 1 euro. 99 centimes, j'ai trouvé dans un grand supermarché. En pharmacie, c'est peut-être un peu plus cher. Maintenant, derrière, vous avez peut-être un peu plus de chance en pharmacie
il soit plus efficace et qu'il y ait moins de risques de faux positifs ou de faux négatifs. C'est dans un emballage stérile, on vérifie la date, 2019 décembre, c'est bon. Alors, vous faites pipi 10 secondes minimum sur la bandelette. Ou alors vous faites pipi dans un verre et puis vous trempez ça dans le pipi. Et puis vous attendez. Il y a une petite fenêtre de contrôle ici. Si vous avez donc 2 traits, vous êtes enceinte. Si vous avez un seul trait à gauche, le test est négatif. S'il n'y a pas de trait du tout, c'est que ça n'a pas fonctionné, le test n'a pas marché, vous le jetez et vous le recommencez. Si vous avez le trait qui apparaît à droite, c'est toujours pareil, le test a été mal fait, vous le jetez et vous en refaites un autre. D'accord? Donc voilà à quoi ça ressemble. On fait pipi sur la languette, l'urine remonte à l'intérieur et si elle est suffisamment remontée, on a donc le trait de gauche témoin qui apparaît et ensuite si on est enceinte, le deuxième trait apparaît. Donc si le test de grossesse est positif, que vous ne souhaitez pas garder l'enfant, il va falloir faire ce qu'on appelle de la contragestion. Donc contragestion, on va retrouver le contrat contre. Gestion, gestation, ce sont toutes les méthodes qui visent à arrêter une gestation, c'est-à-dire une grossesse. Et là, il n'y en a pas 36 000, il y en a 2. Donc l'interruption volontaire de grossesse, ou IVG, elle est possible jusqu'à la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines depuis le premier jour des dernières règles. Donc vous avez 2 méthodes. La méthode médicamenteuse, jusqu'à la 7e semaine, ce sont 2 comprimés à prendre dans un intervalle de 36 à 48 heures. Ça peut se faire à la maison ou à l'hôpital. Vous avez 10 jours de saignement, vous éliminez tout. Par contre, au-delà de cette semaine, la méthode médicamenteuse ne marche plus. On est obligé de passer à la méthode instrumentale jusqu'à la 12e semaine. Ça se fait sous anesthésie. C'est une opération de curetage qui dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'on va rentrer une espèce de cuillère dans l'utérus, on va gratter, on va tout aspirer. Vous aurez quelques saignements pendant quelques jours, c'est tout. Dans tous les cas, ça se fait après discussion avec un psychologue de l'hôpital pour voir si vous êtes bien prête à éliminer cet enfant. Maintenant, supposons que le test urinaire sonne négatif et qu'en fait vous vouliez un enfant et que ça fait plusieurs fois que vous essayez avec votre copain, votre conjoint, votre mari, votre partenaire et que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, les médecins peuvent vous aider à tomber enceinte. C'est ce qu'on appelle la PMA ou procréation médicalement assistée. Donc procréation veut dire faire des enfants médicalement par les médecins. Assistée, c'est-à-dire qu'on vous aide. On ne le fait pas pour vous. La méthode la plus connue est une méthode inventée par des Français qui s'appelle la FIVET, fécondation in vitro et transfert d'embryons. Donc qu'est-ce qui se passe? Chez le mari, chez le conjoint, on va récupérer des spermatozoïdes. Chez la future maman, on va récupérer des ovules, bien sûr au moment du cycle où les ovules sont mûrs. On va donc faire rencontrer ovules et spermatozoïdes dans une boîte de pétri, dans un tube à essai, bref, dans du verre. C'est pour ça qu'on dit in vitro, c'est du latin, dans du verre. Il va donc y avoir fécondation. On va obtenir des petits embryons, on les récupère et on les réinjecte à l'intérieur de l'utérus de la future maman. Et on espère que sur les 6 ou 8 qu'on implante, il y en ait au moins 1 ou 2 qui s'accrochent. Alors parfois les ovules et les spermatozoïdes vont avoir du mal à se rencontrer tout seuls. Et là, les médecins peuvent encore agir. Ils vont faire ce qu'on appelle une ICSI, une intracytoplasmic sperm injection in English. Donc là, vous avez un ovule qui est bloqué par une pipette en verre. Et là, vous voyez, vous avez une micro-seringue dans laquelle il y aura un spermatozoïde. Et on va donc percer la paroi protectrice de l'ovule pour faire rentrer le spermatozoïde dans l'ovule, puisque dans ce couple, les spermatozoïdes n'arrivent pas à féconder les ovules. Alors pourquoi est-ce que certaines personnes ont du mal à avoir des enfants? Alors parfois, chez la femme, on va observer un cal de cicatrisation. Alors on appelle un cal une petite boule bien dure. Vous savez, des fois vous faites un bobo, ça cicatrise mal et vous avez une boule dure blanche. Donc si la femme a eu une infection, elle peut avoir un cal de cicatrisation qui empêche le passage et la remontée des spermatozoïdes. Donc jamais les spermatozoïdes n'arrivent à l'ovule. Ou alors elle peut avoir un défaut au niveau de la fabrication des vaisseaux sanguins dans l'utérus. Il peut arriver aussi parfois qu'aucun ovule ne sorte. Donc là, à ce moment-là, on va faire appel à une donneuse d'ovules, on va récupérer des ovules d'une autre femme. Alors en général, on s'arrange pour choisir une femme qui ressemble beaucoup à la dame qui a un problème d'ovulation. Parfois, le problème vient de l'homme. Normalement, dans le sperme, il doit y avoir plus de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et on va parfois observer, donc chez certains hommes, une quantité de spermatozoïdes inférieure à la normale. Donc on va dire oligo. Oligo, ça veut dire un petit peu.
oligospermie, peu de spermatozoïdes, c'est-à-dire moins de 15 millions, mais plus de 100 000 par millilitre. Quand on est en azoospermie, le A, ça vient du grec, c'est privatif, c'est-à-dire que quand on met un A devant, ça veut dire qu'on empêche le caractère. Donc ici, on empêche le fait d'avoir des spermatozoïdes. Donc on n'a aucun spermatozoïde dans le sperme. Et la cryptozoospermie, c'est quand on est à moins de 100 000 spermatozoïdes par millilitre. C'est-à-dire qu'on est entre l'azoospermie et l'oligospermie. Il nous reste à parler des IST, infections sexuellement transmissibles. À une époque, on disait MST, M pour maladie sexuellement transmissible. Alors, il y en a de plusieurs sortes qui sont dues à différents organismes pathogènes. Alors, il y a des bactéries qui peuvent déclencher des maladies. En fonction de l'espèce de bactérie qui s'installe, on peut avoir une syphilis, une chlamydiose, une blénorragie gonococcique, etc. On peut attraper des IST dus à des virus. La plus connue est l'IST-SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est quand le système de défense, le système immunitaire ne fonctionne plus. C'est dû à un virus, le virus de l'immunodéficience humaine. Vous pouvez attraper une maladie qui s'appelle l'herpès, qui est donc due à un virus, HSV. Vous pouvez avoir des verrues génitales, c'est-à-dire des verrues sur l'appareil reproducteur. Ce sont des papillomavirus qui vous provoquent ça. Et vous pouvez attraper l'hépatite B, qui est due à un virus, le VHB. Enfin, n'oublions pas les champignons, qui vont s'installer préférentiellement sur le gland chez le garçon et dans le vagin chez la fille. Donc, on va avoir des mycoses vaginales et des mycoses du gland. Donc, à retenir de cette vidéo que s'il y a un moyen de protection à utiliser préférentiellement, tant que vous n'êtes pas en couple régulièrement, que vous n'avez pas fait les tests du sida, etc., c'est ça, la capote. C'est la plus pratique, c'est la moins chère et ça protège de tout.